Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Jocelyn Rioux, coach exécutif et président de Plan B. Jocelyn nous partage ses sages observations sur les erreurs les plus répandues et les pièges les plus courants qui guettent les dirigeants. Et ce, grâce à ses 30 ans d'expérience comme redresseur et comme coach pour exécutifs. Bonne écoute! Bonjour Jocelyn Rioux. Bonjour Cléo Maheu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Écoute, Jocelyn, tellement contente qu'on prenne du temps ensemble parce qu'on a beaucoup de discussions hors contexte où on refait un peu le monde de l'entrepreneuriat. Tu as une expérience, une beaucoup plus grande expérience que moi. Tu es un coach exécutif, tu sièges sur des conseils d'administration depuis des années. Tu as un network, un réseau extraordinaire et tu as une façon de voir les choses, l'entrepreneuriat, et j'aimerais ça qu'on soit capable de le partager avec les auditeurs parce que je pense qu'il y a une belle valeur là-dedans. Donc, merci d'être là ce matin. Bien, merci à toi de m'offrir cette occasion-là. C'est le fun. Ben oui, puis de prendre du temps. Moi, c'est comme je dis toujours, je m'ennuie en temps de COVID, fait que j'organise mon fameux podcast pour voir mes gens que j'aime et j'apprécie. Fait que dans le contexte, histoire d'hypercroissance, pourquoi j'ai créé ça? L'intention est réellement de démystifier l'entrepreneur qui vise une haute performance parce que souvent, on a l'impression que la haute performance va aller au détriment de l'humain. Puis c'est un peu tout ça que je veux comme démystifier. Mais avant qu'on parle de ce sujet-là qui nous passionne tous les deux, j'aimerais connaître ton histoire à toi, Jocelyn, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, tes études? Je veux apprendre, oui, je veux qu'on apprenne à connaître Jocelyn, parce que souvent on pose très rarement ces questions-là, fait que je veux connaître ton histoire. Ben écoute, on a beaucoup de temps devant nous. Oui, tant que tu veux. Ben écoute, je parlais de mon histoire d'entrepreneur, évidemment. C'est vers l'âge, je te dirais, quand j'étais au cégep, début universitaire, que j'ai vu que j'avais pas la fibre nécessairement pour étudier. C'était réellement la fibre entrepreneur. Je vois aujourd'hui la distinction qu'on est entrepreneur avant de le devenir. C'est un peu ça. Moi, je crois à ça. Oui. Je ne dis pas que il ne peut pas avoir d'exception, mais j'ai l'impression que j'avais cette maladie-là, si je peux l'exprimer comme ça. C'est pas péjoratif, mais j'avais cette fibre. Est-ce que tu viens d'une famille où il y avait des entrepreneurs? Mon arrière-grand-père était entrepreneur à Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent. Il était tombé de cultivateur, il avait parti une cordonnerie. Puis ça n'a pas bien été. Fait que ça a toujours été comme un peu comme... tabou? Oui, c'est un peu tabou, la faillite de mon arrière-grand-père qui s'est expatrié à Sainte-Tech. Ça a toujours été, on a tout perdu. On était les seigneurs, la seigneurie des Rioux, c'était à nous. Oui. Puis mon arrière-grand-père a tout perdu ça. Et c'était un peu comme... les affaires, c'était comme quelque chose, un aura de pas correct dans tout ça. Okay. Et donc, mon père était bûcheron. Fait que j'ai aucun... À part mes deux arrière-grands-pères, qu'il y en a un qui était boulanger, puis lui aussi, il a trop fait de crédit, semble-t-il, puis il est tombé en faillite. Ça, c'est l'histoire de mes deux arrière-grands-pères. Okay. Je crois que ça a été peut-être... Il y a quelque chose qui n'était pas correct avec le monde des affaires. Que je toi, tu as fait un parcours scolaire. Dans le fond, tu es au cégep, etc., en administration. Et en cours de route, ce que je me suis aperçu, c'est que rapidement, j'ai parti un petit bureau d'impôt et de comptabilité. J'ai eu réellement un succès incroyable avec ça. Toutes sortes de raisons. Là, bon. Et par la suite, j'ai un de mes clients qui m'a parlé des écoles de conduite Lauson, qui à l'époque était qui était un peu le dominant du secteur des écoles de conduite. Je me rappelle de ça, j'ai pris mes cours avec eux, oui. Oui, exact. Et je ne savais pas, mais bravo, tu as sûrement été une de nos étudiantes au moment que j'étais là. Et j'ai commencé à acheter des franchises écoles de conduite Lauson. Et par la suite, j'ai acheté... Mais tu avais quel âge à ce moment-là? Écoute, j'ai commencé à 23 ans. Fait qu'à 24 ans, j'avais 7 écoles de conduite Lauson. Mais t'avais fini tes études? Oui, j'avais mon bureau de comptabilité. Je faisais des déclarations d'impôts, on faisait des états financiers, j'étais assesseur
associé avec 2 autres comptables. Et ça allait bien, les choses. On a commencé à faire de l'immobilier aussi au travers de ça, acheter des bâtisses. Dans les années 80, les taux d'intérêt étaient hauts, on avait des deals, j'étais associé avec un notaire. Fait que, tu sais, tout ça était là, qui germait un peu, sans le savoir, évidemment. Là, aujourd'hui, avec le temps, j'ai 60 ans, je vois tout le recul de tout ça, je me dis « wow ». Et il y a eu cette occasion-là, et pour toutes sortes de raisons, j'ai acheté le groupe au complet, le groupe Lauzon, dans les années 86-87 de mémoire. Et j'étais propriétaire de un réseau de 135 franchises à travers le Québec, qui était énorme à ce moment-là, sans expérience d'affaires, dans le sens que j'avais jamais... Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 20... je suis né en 60, fait que je devais avoir 24-25 ans. 24-25 ans, tu te ramasses avec 135 franchises. Oui. C'était quoi la raison? C'était quoi la décision? C'était quoi... je dirais l'inexpérience. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, j'embarquerais pas dans ça. L'insouciance, peut-être l'insouciance, puis la drive. Puis la drive, puis le fait que, je suis intéressé aux affaires, puis j'avais aussi ce pouvoir-là, je pense, j'avais ce charisme-là, ce pouvoir de convaincre les anciens propriétaires de me le vendre à moi. Et par la suite, c'est sûr que ça a été une expérience assez... on était 135 écoles, tout ce que ça demandait comme expertise et tout ça. Et moi, j'ai vendu quelques années plus tard, 2 ans plus tard, et je me suis retiré parce que réellement, ça avait été un dossier qui avait été très difficile, qui était en restructuration, redressement. Et j'aimais ça, ce genre de choses-là. Ça me challengeait intellectuellement. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu as fait l'acquisition de Lauzon, c'était déjà un problème, en situation difficile. C'était déjà problématique. Nous, on a acheté parce que moi, j'étais le plus gros franchisé Lauzon au Québec. Oui. Et j'avais l'école maîtresse qu'on appelait, qui était Berry-des-Montigny, Palais du commerce à l'époque. Maintenant, c'est la bibliothèque qui est là. Et c'était la plus grosse école que j'avais acquise. Et par erreur, ils m'avaient vendu le numéro de téléphone de l'ensemble du groupe. C'était une drôle de circonstance. Et puis, quelque part, les anciens propriétaires ont repris le groupe de franchiseurs. Ils m'ont appelé. Puis c'est là qu'on s'est entendu sur le fait que je pouvais racheter le groupe franchiseur. J'étais franchisé, tout à coup, je suis devenu et franchisé et franchiseur. C'est ça. Et par la suite, subséquemment, j'ai vendu ça pour toutes sortes de raisons que c'était pas selon ce que j'aimais faire et tout ça. Puis on s'est dissociés, on était 4 associés. Et on est partis 2 en même temps. Puis bon, j'ai continué ma route. Mais on se retrouve en 88. Et ce que j'ai aimé comme expérience de tout ça, c'est tout le fait de restructuration, de réorganisation. Ça me challengeait énormément et tout ça. Puis, je me suis expatrié, je demeure à Montréal, je me suis expatrié dans les Laurentides, j'ai acheté une maison, j'avais 28 ans. Et j'ai construit une autre maison durant cet été-là, je ne voulais pas y rester inactif, etc. Et durant cet été-là, j'avais pris des cours pour devenir courtier immobilier. C'était quelque chose qui m'intéressait, je faisais de l'immeuble, il me manquait de paramètres, j'étais curieux. Et j'ai rencontré un gars qui faisait du redressement d'entreprise, qui lui aussi avait pris ce cours-là par curiosité, et qui avait beaucoup de contacts au niveau des institutions financières et tout ça. Puis, il a vu que j'étais très fort en finance, puis il m'a dit « Pourquoi tu ne viens pas faire du redressement d'entreprise avec moi? » Un peu comme j'avais fait sans le vouloir. Tu sais, sans le savoir pour Lauzon. Exact. J'ai un parcours qui est atypique. Je n'ai pas quelque chose que j'avais prévu de faire du redressement d'entreprise ou de la réorganisation. Et ça s'est fait comme ça. Hein? La vie, avec le grand V, nous emmène dans des endroits, des fois, c'était pas prévu dans mon parcours. Mais là, qu'est-ce qui a fait, tu sais, dans le sens que là, tu avais ton petit bureau de comptable, et là, tu as vendu le bureau pour te faire Lauzon, parce que là, tu as dit, je vais embarquer là-dedans. Absolument. Et là, après 2 ans, là, tu as fait le défi de redressement, c'est tout ça? Ça a bien été? Ça a bien été. Éventuellement, moi, j'ai vendu mes actions. On est 2 qu'on est partis en même temps. On a vendu aux 2 autres qui restaient, puis eux autres ont éventuellement vendu l'entreprise par la suite. Mais oui, dans ce qu'on avait à faire, on a fait la job. Tu avais fait la job que tu voulais. Et là, tu prends ça relax. Ben, pas relax. Oui, Jocelyn. Relax. Jocelyn prend ça relax? Oui. Ben, à ta façon. La définition de relax. Ouais, OK? c'est ça, exact. Et là, tu commences à travailler avec cette personne-là qui fait du redressement. Oui. Puis qui m'emmène d'un dossier qui était à l'époque là, quand même assez important, puis sans nommer les noms de compagnie. Puis on était là quand même pendant 1 an, restructuré. Et là, c'est réellement là que j'ai pris le goût. La piqûre. La piqûre, parce qu'il n'y a pas de cours qui se donne en redressement. Non. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est un peu comme d'un mentor à... Fait que j'ai appris ça un peu sur le tas, là, si tu me permets l'expression. Mais j'ai réellement eu la piqûre pour à ce des gens, là, tu sais, quand c'est beau le redressement, là, mais ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi, redressement?
sais, ça veut dire que on est-tu en faillite? On est-tu sur le... Tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe? Là? C'est quoi? Ouais. C'est quoi les patterns pour dire que toi, tu arrives, tu fais du redressement, mettons, pour qu'on comprenne? Écoute, c'est une belle question. La première des choses, généralement, généralement, l'être humain se transforme quand il y a une urgence. Oui, OK. Et lorsqu'on arrive dans une situation qu'une entreprise est en restructuration, redressement, effectivement, généralement, c'est que les gestionnaires, le président avec ses gestionnaires, ne voient plus de piste de solution. Oui. Soit que c'est la banque qui intervient, qui demande à ce qu'on intervienne, ou soit que c'est le président lui-même qui lève la main pour demander de l'aide. Oui. Évidemment, généralement, à 8 cas sur 10, l'entreprise est en faillite technique, qu'on appelle. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle va déposer son bilan, mais si on regarde les chiffres, techniquement parlant, elle est en faillite, ça veut dire qu'elle est insolvable. OK. Trop de comptes, la rentabilité n'est pas là, toujours une question de rentabilité. Fait que c'est ce contexte-là, lorsqu'on parle d'une entreprise en redressement, tandis que la réorganisation, la Banque nationale est en train de se réorganiser. Je pense qu'il y a 2 ans, ils sont réorganisés, ils n'étaient pas en faillite. Non. Plusieurs compagnies qui se réorganisent leur processus d'affaires, changent les départements, congédient du monde pour mieux, engagent du monde, peu importe. Ils sont en réorganisation, c'est complètement différent. Tandis que le redressement, on a une situation de crise qui est réellement intense. Et les partenaires financiers sont inquiets, à titre d'exemple. Les actionnaires sont inquiets quand il y en a plusieurs. Ils sont à bout de souffle. Là. Exact. C'est dans ce contexte-là que moi, j'ai commencé en 89 dans un gros dossier. Là, et l'expérience se prend de dossier en dossier. C'est là que cette direction-là, ce chemin-là est apparu dans ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à faire du redressement. De fil en aiguille, année après. Puis là, j'imagine, ça va avec les références aussi. Quelqu'un, tu sais, dans un réseau d'entrepreneurs, ça doit se parler. Il y a un milieu qui se crée. Oui, absolument. Évidemment, Serge, qui était le gars qui m'a fait rentrer dans ce dossier-là à l'époque, Serge Bernier, bien évidemment, ça a emmené d'autres contacts. On fréquente des avocats qui sont dans le domaine de l'insolvabilité. On travaille avec des banquiers qui apprennent à nous connaître. On fait une belle job. À un moment donné, le réseau se crée. Évidemment, quand j'avais 28, 29 ans à cette époque-là, pas de réseau. Effectivement, là, il y a cette création-là de réseau, mais c'est toujours, tu livres les résultats, peu comme toi, tu livres des résultats, mais le monde sont portés... ton expertise ton network. Là, tout se fait à ce niveau-là. OK. Puis là, mettons, tu as 28, 29 ans, tu commences en restructuration. Là, tu as la piqûre, tu aimes ça. Puis là, ça veut dire combien d'années? Pendant combien d'années tu as fait ça? Moi, j'avais rencontré un vieux qui avait 60 ans dans le temps. Qui m'avait dit, Jocelyn, il dit, tu vas devenir bon après 10 ans. Après 10 ans. Ouais, tu vas commencer à être bon. OK. Évidemment, quand tu as 28 ans, quelqu'un dit ça, tu dis, regarde, ça va se faire plus vite dans mon cas. Mais après 10 ans, je dois t'avouer, je commence à être bon. OK. Et là, ça va faire 30 ans, t'imagines, plus que 30 ans de cheminement, de parcours. Mais j'avoue que cette personne-là, je dois admettre aujourd'hui, avec le recul, que cette personne-là avait réellement raison. C'est après 10 ans que j'ai commencé, puis c'est dossier en dossier. Hein. Tu commences à faire des petits dossiers, puis à un moment donné, les dossiers grossissent, mais c'est toujours, le fondamental est toujours là quand même. Hein. La recette est là, pareil, les bases, j'imagine, comme moi je le vois quand j'arrive dans une compagnie, tu sais, je veux dire, j'ai les piliers de croissance, puis il y en a tout le temps un de ces piliers-là. J'imagine que toi, tu dois voir les patterns, dans le fond, quand tu arrives dans un dossier qui se répète, c'est... La recette du mess est toujours la même, puis la recette de la solution est toujours la même. Oui, c'est ça. C'est spécial. Hein. Puis lorsqu'on arrive dans les dossiers avec l'expérience puis le recul, je faisais une introspection avec le COVID. Le soir, j'ai pas grand-chose à faire à part... Mais j'ai fait une introspection de ma carrière cette année. J'ai pris le temps de faire ça pendant une couple de mois, les dossiers, puis de voir c'était quoi le fondamental. Mais lorsqu'on arrive dans une situation où la personne est en redressement, puis nous, on arrive à 30 000 pieds. On n'est pas pris dans les émotions, on n'est pas pris dans ce que les personnes vivent. Par contre, je l'ai déjà vécu. Fait que cette expérience-là est unique. Dans Lauson, quand j'ai acheté Lauson, c'est une entreprise qui était en restructuration. J'ai vécu ces émotions-là. Donc, ça m'aide beaucoup à rentrer en intimité avec la personne qui est le président de compagnie, puis je sais ce qu'il vit, la personne, ou la présidente, peu importe. Je sais exactement ce que cette personne vit là pour l'avoir vécu. Je n'ai pas appris ça d'un livre. Là. Et ça, c'est important. De créer cette intimité-là, où ce que la personne se dévoile,
Puis c'est à peu près tout le temps le même pattern. Hein. C'est un contrat qu'ils ont pris qu'ils n'auraient pas dû prendre. Toutes sortes de... Mais il y a tout le temps, surtout dans les entreprises, je vais te donner un exemple. Je fais beaucoup de dossiers dans la construction. 8 dossiers sur 10 que j'ai fait dans la construction en redressement, en restructuration-redressement, c'est réellement des personnes qui m'ont dit, je leur demande toujours la même question, quel contrat que tu as pris que tu n'aurais pas dû prendre? Puis 8 sur 10 me répondent oui, je vais te le dire quel contrat que j'ai pris que je n'aurais pas dû prendre. Puis je leur pose toujours la question aussi, il n'y a pas une petite voix qui t'a parlé avant? Oui, puis je ne l'ai pas écouté. Ça, là, c'est quelque chose qui me fascine encore aujourd'hui. Oui, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La personne le savait, mais par insécurité financière, ne voulait pas congédier du personnel, on voulait garder notre personnel. Donc, des décisions qui ont été prises sur le coup des émotions, qui ne sont pas nécessairement tout le temps les bonnes décisions. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui peuvent être... Puis si on fait le lien, justement, parce que je trouve ça intéressant, ce sujet-là, Jocelyn, parce que si on fait le lien avec un entrepreneur, parce qu'il y en a des entrepreneurs qui peuvent avoir 20 ans de succès, là, succès après succès, puis là, on vit l'hypercroissance, ça va bien, ça va bien. À un moment donné, c'est comme une mauvaise décision. Il y a comme une espèce de pattern de... Et je pense toujours au livre américain de Marshall Goldsmith, qui est mon gourou que j'adore, qui dit « What you got here won't get you there ». Ce qui t'a amené ici, c'est pas ça qui va t'amener dans le futur. Absolument. Puis je vois, il y a comme un pattern dans ces entrepreneurs-là qui, à un moment donné, c'est comme si... C'est succès après succès, puis je ne sais pas s'il y a de l'introspection, mais c'est comme le succès de carrière ou d'atteindre de certains objectifs va dépasser le succès personnel. Je ne sais pas, là, il y a comme quelque chose à prouver. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Ou... Oui, c'est bien. C'est bien. Je te dirais aussi que en même temps on prend le cas d'Aldo. Tu sais, Aldo, c'est quand même une entreprise incroyable qui maintenant qui est à la loi de la protection de la faillite, mais qui a eu un succès absolument incroyable, une progression de croissance internationale. On sait que c'est plus juste au Québec, ça a parti dans les magasins châteaux, mais après ça a eu une croissance, une hyper-croissance, pour utiliser le terme, absolument incroyable, qui maintenant se retrouve en état d'insolvabilité. Oui. Ce que je remarque, puis je ne prendrai pas le cas d'Aldo parce que je ne le connais pas du tout, je ne suis pas impliqué dans le dossier, mais j'ai été impliqué dernièrement dans un gros dossier d'une compagnie là, qui était en hyper-croissance puis qui a frappé un mur. On est obligé d'utiliser la loi sur la faillite pour se mettre sur la protection de la faillite. Ce que je me suis aperçu, c'est que la recette du gâteau fonctionne, puis tout à coup, on veut la changer. OK. Ça, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de ça. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Mais la recette fonctionnait, puis tout à coup, on prend une voie, on essaie de faire le gâteau différent. Et ça, c'est un des aspects que je me suis aperçu dernièrement dans ce dossier-là, bien précis. Il y avait un modèle d'affaires qui fonctionnait très bien, puis tout à coup, on dit ça. Hein, les personnes disent on veut faire de la croissance. On est capable, puis on veut... C'est ça. On va aller plus loin, etc. Mais on change la recette qui est le fondamental. C'est ça, c'est qu'on change l'ADN. On s'en va dans quelque chose, probablement qu'on n'a pas les compétences, on n'a peut-être pas l'expertise. Ça ne veut pas dire que... Tu sais, ça veut dire que moi, je dis toujours ça. Tu peux évoluer dans ton modèle d'affaires, mais sans tout réinventer. Tu sais, tu peux le faire pivoter, suivre les tendances, la technologie, le e-commerce, enfin comme ça, mais il ne faut pas que tu changes ton ADN. Exact. Puis toi, c'est ça que tu dis. Fait que toi, c'est ça ta recette. Je te dis pas que c'est dans tous les cas, mais on prend la règle de Pareto, le 80-20. 80%, mettons, des entreprises qui ne sont pas en construction. Je t'ai donné la recette pour les entreprises en construction. C'est le mandat qu'ils n'auraient pas dû prendre. Dans les autres dossiers, ce que je vois, c'est toujours des décisions aussi de ce style-là, ou d'autres décisions qui impactent au niveau du cash flow. Tu en parles beaucoup dans Scaling Up, je trouve ça intéressant. C'est qu'on a pris on a payé des immobilisations, du CAPEC, des immobilisations avec du fonds de roulement de compagnie, puis on se retrouve dans une situation où l'entreprise est en décroissance un peu, puis ils n'ont plus de cash flow pour la faire fonctionner. Plus d'oxygène, exactement. Et ça, on retrouve ça aussi. Ça peut arriver régulièrement aussi. Fait que c'est un peu le mix de tout ça, je te dirais, là, de la recette du gâteau, le contrat que tu aurais dû prendre, que tu n'as pas pris, et aussi l'histoire du cash flow, le fonds de roulement, où ce que devient déficitaire carrément, et ça amène des difficultés financières. Puis je suis toujours surprise de voir à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont comme un sens des fois de mission, tu sais, ils croient en leurs produits, ils croient en ça, mais qui n'ont peut-être pas le souci financier comme ils devraient l'avoir non plus pour leur permettre d'atteindre ces objectifs-là de croissance. Ça, c'est quelque chose que tu vois? Oui, absolument, ça aussi.
On ne se donne pas les moyens de nos ambitions. C'est ça. Et souvent, ce que je retrouve dans les entreprises, c'est que les personnes qui sont à la comptabilité, malheureusement, ne sont pas assez forts pour venir soutenir cette croissance-là. Ouais. Le data manque. Ouais. Parce que souvent, le département de comptabilité, c'est l'enfant pauvre de l'entreprise. Hein? Ouais. On va pas. C'est ça, ça roule, puis ça va bien, il me donne les chiffres, mais les chiffres, c'est pas juste des chiffres. Faut les faire parler, les chiffres. Il faut avoir quelqu'un qui est aux finances, qui est réellement quelqu'un qui est gardien aussi du budget, à titre d'exemple, qui est gardien de dire, OK, parfait, ça fait du sens. Cléo, ce que tu vas aller, maintenant, voici le coût de où tu vas aller. Souvent, ce que le président fait, impose ses décisions, puis la personne qui est aux finances n'est pas capable de prendre sa place pour dire, wow. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que ça ne fonctionnera pas, on n'a pas les capitaux nécessaires. Fait que donc, il y a ce processus, beaucoup de ça aussi que je m'aperçois. Souvent, quand je rentre dans un dossier de restructuration, je vais parler évidemment au vice-président finance, qui est homme ou femme, peu importe, qui est souvent en détresse, je te dirais même psychologique, qui est épuisé, qui est, regarde, je ne suis plus capable, ça a dépassé, on y avait dit, il ne nous a pas écoutés. Souvent, le président ou la présidente va faire de l'aveuglement volontaire. Oui. Ça, tu utilises souvent ce terme-là. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques ça veut dire quoi, ça? Pour moi, c'est qu'on prête aux gens des qualités qu'ils n'ont pas. Oui. Oui. Puis après ça, soit qu'on les sorte de nos vies, puis on vit de la culpabilité, ou soit qu'ils nous rejettent, puis on vit de la honte. Oui, exact. Fait qu'on prête aux gens des qualités qu'ils n'ont pas. Et pour moi, c'est de l'aveuglement volontaire. On est face à titre d'exemple. Où on sait on sait des choses, mais on ne veut pas les voir. Moi, j'ai jamais vu un chef d'entreprise devant moi qui est innocent. Je m'excuse, j'ai jamais vu quelqu'un de pas intelligent devant moi. Est-ce qu'il a fait de la volonté ou pas intelligente, peu importe le président ou présidente, mais souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'aveuglement volontaire. Ouais. Je le savais, mais je ne voulais pas l'adresser. Ouais. Ce qu'on appelle des conversations cruciales. Ouais. Je savais que cette personne-là n'était pas bonne aux finances, mais je ne voulais pas l'adresser. Parce que ça fait longtemps. C'est le parrain de mon enfant. C'est du n'importe quoi. Là, mais on ne veut pas adresser des conversations cruciales que j'appelle. Oui. Mettre fin à une relation, c'est pas facile de dire à quelqu'un, regarde, tu es une bonne personne, mais tu n'es plus la bonne personne pour le poste, à titre d'exemple. Et c'est ça que j'appelle l'aveuglement volontaire. Oui. On le sait, mais on n'agit pas sur ce qu'on sait. Oui. Puis en fait, moi, c'est ce que je vis tout le temps quand je fais mon coaching parce que il y a un modèle d'affaires original qui a bien marché. Puis là, à un moment donné, il faut comme se réinventer pour aller chercher la prochaine vague de croissance. Donc, on évolue, on va dire, on va s'en aller en ligne, on va faire du commerce électronique ou peu importe, là, pour donner un exemple concret. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne qui était bonne dans le modèle original, qui a contribué au succès des 10-15 premières années de la business, mais c'est peut-être elle, si tu fais de l'aveuglement volontaire, probablement elle qui va te nuire dans ton nouveau modèle. Puis on dirait qu'on n'est pas capable de... Tu sais, c'est comme une zone de turbulence, puis on n'est pas capable de faire ces choix-là. Puis là, aujourd'hui, on parle de courage managérial, puis de tout ça. Mais tu en vois beaucoup de ça quand tu arrives, oui? Oui. Beaucoup de présidents qui ne sont pas à leur place. Ça, c'est un autre sujet. Parle-moi de ça. Écoute, c'est intéressant. Beaucoup de présidents qui ne sont pas à leur place. Moi, lorsque je rentre dans les dossiers, je dis toujours, si j'étais ton président de conseil d'administration, parce que souvent, ils n'ont pas de reporting, les autres affaires, ils sont seuls en haut de la tour. Oui. Mais si j'étais ton président de conseil d'administration, au prix que tu me coûtes par année, j'aimerais ça savoir c'est quoi ton plan de match et où ton carré de sable. Oui. Et souvent, ce qu'on voit, c'est la difficulté du président à rester dans le macro-management, de ne pas aller dans le micro-management. Oui. Et c'est là qu'on voit les interférences. Ça veut dire que le président, de faire une hyper-croissance, oui, ça se fait, puis ça va toujours se faire. Cependant, il faut se donner les moyens de la faire. Et le président, lorsqu'il va dans cette direction-là, doit avoir cette capacité-là de se relever, de sortir du micro-management totalement, puis laisser du monde le faire à sa place. Oui. Et ça, c'est ça qui il y a plusieurs entreprises au Québec qui font 30, 40, 50 millions, à titre, par exemple, des sous-traitants dans le domaine de la construction. Il y en a plusieurs un bon sous-traitant dans le domaine de la construction au Québec, c'est à peu près en dessous. 30, 50 millions, c'est un bon sous-traitant. Mais il pourrait en faire plus, il pourrait faire des acquisitions, tout ça, mais le président est pris dans son micro-management. Oui. Il aimerait ça aller plus loin. Puis lorsqu'il le fait, il n'est pas capable de sortir du micro, d'aller dans le macro, et c'est là que tout dérape. Oui. Puis l'équipe aussi qui est en place, mais des fois, elle n'est pas assez forte pour soutenir justement
cette hyper-croissance que tu parles. Mais là, il y a quelque chose que je trouve intéressant parce que toutes ces années-là t'ont amené à faire du coaching d'exécutif. Ouais. C'est là qu'on a beaucoup de dossiers ensemble parce que moi, j'ai absolument pas cette expertise-là, cette connaissance-là. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi, tu sais, le coaching exécutif. Je sais que tu as suivi un programme spécial, tout ça, mais juste nous expliquer, tu sais, c'était quoi le but? Est-ce que c'était la suite logique de ta restructuration parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait tellement un besoin là? Oui, exactement. Je me suis aperçu qu'à un moment donné, le redressement, c'est intense. Ouais. J'ai fait peut-être 300 dossiers de redressement dans ma vie. Fait que, il y a quelques années, tu le sais, on a déjà discuté ensemble. Moi, j'ai comme pris un recul face à tout ça. Très exigeant. On est avec du monde, on est toujours en période de crise. C'est intense. Puis évidemment, quand j'ai fait le mandat de Taxelco, tu te souviens, là, Diamond, Hochelaga, puis Théo Taxi, moi, quand j'ai sorti de là, j'ai pris réellement un recul. J'ai pris un mois à l'extérieur du pays pour dire, bon, OK, qu'est-ce que ça va être? Et j'ai réellement j'ai fait une introspection sur ce que tu viens de me poser comme question, à savoir, qu'est-ce que je vais faire pour... Je voyais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Oui. Puis c'était quelque chose-là, mais c'est réellement... Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est là que j'ai comme inventé mon programme suite à des discussions que j'ai eues avec toi. Oui. Macro Management System pour moi. Comment emmener... Puis c'est là que le coaching est venu tout prendre sa place dans ce que je fais. Comment emmener le président pour pouvoir faire cette hyper-croissance-là. S'élever au-dessus de la mêlée pour qu'il se donner les moyens de ses ambitions, puis pas se rendre à une situation critique. Exactement. Exactement. Puis là, pour moi, c'est devenu évident que ma contribution pour l'énergie que j'avais à mettre aujourd'hui dans mon entreprise était à ce niveau-là. Et non pas être dans le réactif, mais dans le proactif aussi, avec toutes tes connaissances. Exact. D'être dans le proactif, de parler des vraies choses aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses dans le coaching. Là, mais le coaching que moi je fais, c'est du coaching exécutif, c'est au président. Oui. Moi, je ne coach pas les vice-présidents. Parce que, puis je t'explique pourquoi brièvement, c'est que pour moi, le vice-président va toujours penser que j'ai un agenda caché. Fait qu'en coaching, j'aime mieux j'ai une équipe de coach qui va adresser d'autres choses avec ces personnes-là. Mais pour moi, je me limite au président parce que ses enjeux, c'est toujours à peu près les mêmes. C'est cette capacité-là de responsabiliser son monde, cette capacité-là de prendre son envol, de sortir de l'entreprise, puis réellement faire... Parce que la plupart des présidents, c'est quoi, ou des présidentes, c'est quoi leur grande force? C'est le développement des affaires. Oui. Hein? Habituellement, c'est des personnes qui ont un talent incroyable au niveau du développement d'affaires, qui ont un réseau de contacts absolument incroyable, qui connaissent bien leurs produits, connaissent bien le marché parce que c'est eux autres qui l'ont bâti, leur entreprise, etc. Mais ils n'ont pas le temps pour le faire. Leur puissance, leur valeur est à ce niveau-là, mais ils ne sont pas capables de sortir de l'entreprise pour réellement faire des acquisitions. Je suis dans un dossier présentement. Puis son talent, cette personne-là, c'est son réseau de contacts, le développement d'affaires, puis d'aller faire des acquisitions, c'est là-dedans qu'il tripe. Mais je le coach justement pour faire en sorte, qu'est-ce qu'on va... Ton carré de sable à partir d'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être ça, parfait. Maintenant, fais-moi ton plan de match. Combien d'heures par semaine? Puis maintenant, quel outil qu'on va te donner pour que tu puisses aller chercher de l'information, du data de tes opérations, puis être dans une zone d'inconfort, de ne pas être préoccupé. Je dis toujours... Il n'y a jamais personne qui est mort d'être occupé. Hein? C'est plus d'être préoccupé qui nous tue. Donc, tu sais, d'enlever les prix de ta vie, que j'appelle, puis juste d'être occupé. Fait que c'est dans tout ça que nous, on intervient, qu'on vient, évidemment, pour ceux qui le désirent. Ça prend aussi cette volonté-là, un genre d'écœurement, excuse-moi, aigu, là, du fait que je ne suis plus capable dans les opérations. Il faut que je me sorte de ça. Moi, ça prend ça, là, que lorsque je rencontre des présidents de compagnie ou des présidents, je leur dis toujours, « By the way, es-tu prêt? » Parce que sinon, on perd notre temps, ça ne donne rien. Fait qu'il faut que la personne soit rendue à un point dans sa vie, se dire, je suis réellement plus capable, je suis épuisé, etc., puis maintenant, je veux aller là. Et c'est là-dedans que moi, je me suis Ça fait combien d'années là, que tu as comme défini ça, le coaching exécutif? Ben moi, je l'ai fait un peu avant 2018. Naturellement, probablement. Naturellement, oui, au début. Puis après ça, j'ai été faire mes formations de coach. Là, puis j'ai été accrédité par l'ICF, l'International Coach Federation, et tout ça, pour réellement voir c'était quoi le coaching pur. Parce que oui, on peut être coach comme toi, tu fais du coaching à un autre niveau. Mais moi, je voulais réellement me spécialiser là-dedans. Mais le programme comme tel, c'est grâce à toi, puis je t'en remercie encore du fait que tu m'as dit à un moment donné, hey, pourquoi tu ne fais pas un programme, puis tout ça. Puis c'est là que ça m'est venu, mais ça va être quoi mon programme? Le programme, ça va être de faire justement, d'accompagner ces présidents-là pour qu'ils puissent s'élever à un niveau,
Puis créer de la richesse. Moi, j'aime ça quand tu dis, puis tu en parles de ton bécag. Moi, c'est ça pour moi aujourd'hui. C'est de les aider à créer cette richesse-là d'entrepreneurs, créer des entreprises qui vont être performantes, puis ça va être le fun, puis on va avoir du plaisir à travailler. On n'est pas tout le temps en mode réaction, on n'est pas tout le temps en mode de pompier, en gestion de crise, essouffler le capital. C'est plus... Fait que moi, je me suis dit, là, j'ai quelque chose qui est unique. J'ai quelque chose qui, selon moi, fait du sens. Puis j'ai commencé à faire des dossiers à 4 clients qui m'ont fait confiance. Puis on a commencé à les accompagner, moi puis une équipe de coach, justement pour faire que... Fait que c'est dans tout ça qu'on travaille. Puis ce que j'aime, c'est que tu pars de la tête dirigeante. On se dit-tu que c'est de là que ça part? Tout part de là. Tout part de là. Tout part de là. Si on n'est pas capable d'identifier ce que le président a à faire dans sa journée, le reste, puis qu'il n'y a pas d'interférence. Et ça, c'est le défi. Hein. Il y a beaucoup Quand tu parles d'interférence, explique-le, parce que je trouve ça super intéressant. Interférence, c'est que là, la plupart des dirigeants qui arrivent, par exemple, à des entreprises qui ont 30, 40, 50 millions ou plus, j'en ai qui ont plus, ils mettent des directeurs généraux ou des directrices générales. Hein, mais ils passent par-dessus. Oui. Hein. Ça veut dire que... Quand tu mets quelqu'un qui est en bas de toi, je veux dire, j'aime pas le terme en bas, mais quand tu mets quelqu'un qui va prendre la responsabilité de gérer ton entreprise, il faut que tu te mettes dans une posture de gestionnaire. Et ça, les présidents, bien souvent, ils n'ont pas de formation. Ils ont beau être ingénieurs, ils ont beau être comptables, avocats, n'importe quoi. Ce n'est pas l'université qui t'a emmené une posture de gestionnaire. Il faut l'apprendre. Nous, on les accompagne là-dedans. Ça va être quoi ta posture de gestionnaire à partir d'aujourd'hui? Que tu as nommé une personne qui est présidente, pas président, mais directeur général. Comment que toi, ça va être quoi tes liens de communication? Il ne faut pas que tu passes par-dessus. Et ce qu'on voit souvent quand j'interviens dans des entreprises, puis que je parle au directeur général ou à la directrice, ils me disent toujours, ben écoute, ça ne donne rien s'ils passent tout le temps par-dessus moi. Ils ne me laissent pas aller. J'ai pas les coups des franges. J'ai pas carte blanche dans l'opération. Il n'y a pas l'imputabilité, en fait. C'est comme il n'y a pas... Puis moi, des fois, je le relie souvent au manque de confiance. Mais des fois, c'est pas tant qu'ils n'ont pas confiance en l'individu, mais c'est comme s'ils ne sont pas capables de lâcher le morceau. Le lâcher-prise. Oui. Le lâcher-prise. C'est là-dedans que nous, on travaille. Parce que Puis lâcher-prise, mais pour lâcher-prise, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'informations. C'est le data, dans le fond, qui fait en sorte qu'ils ne lâchent pas prise. Fait qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas les outils. Nous, on les équipe, on leur donne des outils. Qu'est-ce que tu as besoin comme KPI de ton directeur ou ta directrice générale? C'est quoi tes indicateurs de performance clés? Quoi d'autre que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de le rencontrer? Comme nous, on formalise toi, tu appelles ça des rencontres régulières. Là. Bon, mais nous, on formalise toutes ces rencontres-là dans un COMOP, qu'on appelle ça communication opérationnelle, une matrice, où tu aimerais ça, par exemple, participer aux ventes. Parfait. On va faire un comité de vente. Tu vas pouvoir te déposer 1 heure par semaine avec tes ventes, puis c'est tout. Tu vas tout adresser ce que tu as adressé à titre d'exemple. Fait qu'on... Tu l'aides dans son efficacité quotidienne. Là, de communication, parce que souvent, puis la problématique que ces personnes-là ont aussi, ils veulent avoir du data, mais ils veulent l'avoir tout de suite. Bien, regarde, c'est pas grave, demain, tu vas rencontrer ta vice-présidente finance, puis tu poseras la question. On ne va pas déranger aux 2 minutes. Toutes ces interférences, pour moi, c'est tout ça. Le besoin urgent de la personne d'avoir le data, là, puis qui dérange tout le monde dans l'entreprise. Puis évidemment, tu comprendras, lorsque tu es président d'une compagnie, bien, tu t'en vas dans le bureau de quelqu'un, tu lui demandes si tu le déranges 2 minutes. Oui, tu le déranges, mais il ne te le dira pas. Puis 2 minutes durent 15-20 minutes. Puis là, ben, la personne reprend son ouvrage, elle ne sait plus, ou lui donne un autre objectif. Les objectifs ne sont pas... Puis j'ai plein de présidents qui me viennent en tête en plus. Là. Quand tu me dis ça, là, c'est tellement un pattern. C'est pathétique. Fait que si on ne leur donne pas des outils afin justement de faire en sorte de lâcher prise, pour que je puisse lâcher prise devant une situation, il me faut des outils, il me faut du data. J'ai besoin de data, j'ai besoin d'être sécurisé, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de temps de qualité avec les personnes qui m'entourent. Et ça, j'ai développé ça beaucoup dans le dossier de Taxelco parce que j'avais un dossier qui était médiatisé, j'avais plein d'intervenants, des partenaires financiers qui étaient inquiets, j'avais les actionnaires qui étaient inquiets et j'avais pas le choix de faire un plan, puis après ça, créer cette intimité-là avec mes gestionnaires pour que les livrables puissent arriver, etc. Parce que, je l'ai appris, ce métier-là, grâce au coaching, grâce au dossier que j'ai fait, grâce à du coaching que j'ai eu personnellement pour me former comme gestionnaire. Souvent, puis 300 redressements aussi, tu vois un pattern aussi, j'imagine. Beaucoup. Puis moi, ce que j'ai développé beaucoup par le coaching, c'est l'écoute active. Le body language. Je me suis fait former sur ça. Le body language parle beaucoup. Hier, j'étais dans une réunion, puis il y a une personne qui est arrivée, puis j'ai dit, écoute, avant de commencer la réunion, parle-moi donc comment que ça va. Son body language, je parlais, ça n'allait pas pantoute.
On en a parlé. J'ai créé une intimité avec cette personne-là. Oui. Puis j'ai dit, OK, parfait. Puis là, j'ai compris pourquoi que les objectifs n'étaient pas atteints. Qu'est-ce qui a manqué? Je n'utilise jamais le pourquoi, moi. Qu'est-ce qui a manqué afin que les objectifs soient atteints? Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça demande des outils. Et lorsque le président veut aller dans cette zone-là, il faut l'équiper. Sinon, il ne peut pas y arriver. C'est impossible. Je ne crois pas à ça. Puis souvent, ils sont très, comme tu dis, ils sont très connaissants de leurs produits qu'ils ont développés, de leur network, ils ont la vision. Puis ça, c'est comme, je perds mon temps. Tu sais. C'est comme la portion qu'ils n'ont pas le goût de gérer, mais ça les draine. Puis j'aime toujours, tu sais, Vern, le fondateur de Gazelle, il dit tout le temps, il dit, si tu veux voir, il dit, si tu veux voir vraiment si un président fait les bonnes choses, il dit, regarde son agenda. Puis si c'est 85 de son agenda, c'est du micromanagement avec des rencontres assez à ça, et puis qu'il n'y a pas d'espace, lui, pour comme lâcher prise et tout ça. Fait que, tu sais, j'aime ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Fait que toi, tu l'aides à se structurer, à définir toutes ces rencontres, de quoi tu as besoin, définir ce qu'il a de besoin, parce que lui, vu qu'il ne sait pas, il va tout le temps courir après l'information, il crée toujours un climat d'urgence, puis les gens se brûlent, puis les gens de valeur. Puis dans un contexte où des présidents, mettons, là, qui sont, ça va bien. Puis là, ils engagent des super bons joueurs, des bons VP, des bons directeurs, puis tout ça. Mais ça, je le vois souvent, puis j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, on dirait qu'on a embauché la bonne personne, mais on n'utilise pas le talent du tout de cette personne-là. Comment tu adresses ça? Comment tu les aides à dire, regarde, arrête de gruger leur temps, là, mais fais leur confiance, là, tu sais? Bien ça, par les CGO, là, le comité de gestion opérationnelle que j'implante, là, les 2 heures par semaine où ce qu'on passe avec le président puis la garde rapprochée, on crée cet espace-là, puis dans un tour de table, je leur demande toujours comment ça va le lâcher prise avec le président cette semaine. Nous, on l'adresse. Puis devant le président? Devant le président. Okay. Parce que c'est la garde rapprochée. Ta garde rapprochée, c'est qui? C'est tes vice-présidents, ressources humaines, finances, opérations, marketing, etc. Puis moi, c'est important parce que quand je les accompagne, je leur dis, écoute, là, ça va être un cheminement. Mais si on n'a pas de feedback de ton organisation, fait que le CGO, c'est un endroit spécial pour nous pour le faire. Puis il y a une question qui est adressée régulièrement dans le CGO, comment ça va le lâcher prise avec notre président? Pour ceux qui ont cette problématique-là, ceux qui ne l'ont pas, il n'y a pas de problème. Puis je leur demande évidemment la permission, je ne fais pas ça à l'improvisation, mais le monde le savent que, puis sur 10, moi, c'est mon indicateur. Cette semaine, il était intense. Il était à 10 quasiment. OK, parfait. Puis là, on en parle. OK. Fait que là, tu démystifies. Puis tu sais, je pense une de tes grandes forces aussi, Jocelyn, c'est que tu n'as pas peur de poser les questions. J'appelle ça les questions qui tuent, là. Mais tu sais, dire les vraies affaires ou amener les vraies choses. Fait que, et ça, Puis d'où ça vient, ça? Tu sais, pourquoi tu n'as pas peur de poser ces questions-là? Tu sais, je veux dire, c'est une de tes grandes forces. Oui, bien merci. Ben, moi, je pense qu'en termes d'intégrité, c'est important. OK. En termes d'intégrité, il y a des questions, des fois, qui sont très... J'appelle ça des conversations cruciales. Mettre fin à une relation, aborder un sujet qui est délicat. Ça prend du courage. Puis ce courage-là, je n'ai pas le choix de l'avoir parce que sinon, je ne suis pas en intégrité avec moi-même. Je ne file pas bien. Puis ça me préoccupe. Puis habituellement, moi, dans ce que je suis comme homme, le petit chat devient un tigre rapidement. J'ai une tendance à que ça prend de la place dans ma tête d'une façon incroyable. Puis étant donné que dans mon cheminement, j'adore vivre le moment présent aujourd'hui, je ne veux pas avoir ces conversations-là. Je dois les adresser, sinon ils deviennent récurrents dans ma tête, puis c'est pas bon. Fait que je m'aperçois que les autres êtres humains, généralement, sont faits pas mal aussi de ces couleurs-là. Et on les adresse. Puis ça demande un climat de sécurité. Ça demande un endroit sûr où je peux me déposer sans être critiqué, toujours en mode constructif, dans le respect des êtres humains. Il faut créer cet espace-là. Sinon, le monde, il y a des choses qui sont grosses comme un éléphant. Personne n'en parle dans l'entreprise. Tout le monde le sait, mais on n'ose pas en parler. Et ça, c'est pas sain pour moi. Oui, puis ça aide pas l'entreprise. Ça aide pas l'entreprise, ça aide pas personne. Puis on n'ose pas en parler parce que, bon, tu sais, peut-être que je vais perdre ma job, il y a de l'insécurité, il y a quelque chose qui s'installe qui est malsain dans l'entreprise, puis on le sent. Moi, je le sens beaucoup quand je rentre dans les entreprises. Premièrement, je fais le due deal de chaque vice-président, puis je leur dis toujours, parle-moi de qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est pas moi qui vais aller répéter au président ce que tu me dis, c'est pas ça le but. Le but, je vais avoir du data. Puis on apprend des belles choses. Puis le président est ouvert à ça. Je dis, regarde, moi, je vais aller voir ta garde rapprochée, je vais tout leur parler en individuel. Premièrement, pour leur dire c'est quoi, dans quoi qu'on vient intervenir, dans quoi qu'on va faire une différence, puis d'aller chercher c'est un travail d'équipe, d'aller chercher leur engagement au programme avec notre intervention, j'ai besoin de vous. Et cette intimité-là crée de l'espace incroyable. Et là, je vais chercher du data, puis je vois
qu'est-ce que j'ai comme président à l'autre bout? Ouais. Comme tu dis, tout part d'en haut, ça part pas. Une culture d'entreprise, tu le sais aussi bien que moi, ça part pas par le bas, ça part par la tête dirigeante. La tête dirigeante, exactement. Et dans ton hyper-croissance, il y a tellement de potentiel au Québec pour des entreprises qui, malheureusement, à cause du président ou de la présidente, stagnent. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, parce que la personne, juste lui donner le soutien, c'était mieux. Ce qu'on fait, nous, à notre niveau, bien, là, l'hyper-croissance peut se créer parce que là, il y a quelque chose qui se crée. As-tu des exemples d'histoires à succès, là, sans nommer de nom, mais de gens que tu as vraiment transformé leur vie? Oui. Peux-tu nous raconter un peu d'où ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? fait? La plupart moi, je dis toujours, puis je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'un être humain se transforme, pas change. Changer, je ne change pas grand-chose, finalement. Mais la transformation vient par une grande souffrance. Je crois à ça encore aujourd'hui pour moi. Puis, généralement, les entrepreneurs, je pense à un qu'on a comme client mutuel. Je pense à un, quand je suis rentré là en 2007, on était en faillite technique. Je lui ai dit un jour, tu vas être le plus gros Canada. On était déjà le plus gros Québec. Puis, j'ai dit, il faut que tu te sortes des opérations. C'est pas ton talent, le voici. Puis, sans le savoir, je mettais le pavé pour mon programme. Là, sans savoir, j'ai dit, c'est pas ça ta job. Ta job, t'es pas là. Tu n'as pas ce talent-là. Ton talent, par contre, le voici. J'y ai présenté ça, puis il a acheté ça. Puis aujourd'hui, ben, tu le sais, on est plus gros au Canada, puis on est pas mal on est d'un 50e au monde, puis là, peut-être même, il va y avoir d'autres acquisitions prochainement qui vont faire qu'on va avancer encore plus vite. Ça, c'en est un exemple que réellement la personne s'est sortie. Je ne dis pas que tout est parfait, mais ce que je veux dire, elle s'est réellement sortie, puis elle a vu une dimension qu'elle ne voyait pas. Et ça donne beaucoup de liberté au président de dire « Wow, j'ai pu à faire ça ». C'est pas ma job de faire ça. J'ai un vice-président opération, j'ai un vice-président marketing. Oublie ça. Et là, il prend réellement son envol. Puis quand tu as goûté à ça, ça vient une piqûre. Hein? La plupart des entrepreneurs, comme des Alain Bouchard ou des Guy Laliberté ou des gars comme ça qui ont fait de l'hyper-croissance, on t'entend d'une façon incroyable, ben, je pense à Alain Bouchard, j'ai lu sa biographie qui est très intéressante. Tout de suite, il est su s'entourer des Richard Fortin, des Damour, je ne me souviens plus l'autre nom m'échappe, mais des personnes. Puis lui, c'est quoi? C'est d'aller faire des acquisitions. C'est là-dedans qu'il trippe, puis d'aller voir les magasins, mais tout le reste, c'est pas ça. C'est pas ça qui le fait tripper. Fait qu'il s'est respecté comme homme, peut-être sans le savoir, peut-être par... puis il y a peut-être... Mais je pense que le grand talent des entreprises, si on a une hyper-croissance, c'est qu'ils ont des dirigeants comme ça, qui prennent s'entourer des meilleurs, puis de leur laisser la place. Oui, puis qui n'ont pas peur des payer aussi. Ce que je vois souvent, il y a le management cheap que j'appelle. J'aimerais bien ça avoir le meilleur, mais je ne veux pas le payer, mais ça n'existe pas. J'ai un de mes clients qui m'a appelé l'autre jour dans l'auto, il m'a dit, tu connais-tu un bon avocat qui ne coûte pas cher? J'ai dit, as-tu une deuxième question stupide à me poser? J'en connais pas, moi, des avocats qui sont bons, qui sont pas chers. C'est quoi cette histoire-là? On dirait qu'on a peur de payer, puis je dis pas que c'est général, c'est pas ça que je dis, mais souvent, je retrouve ça. Combien ça coûte? C'est pas combien ça coûte, combien que ça va... C'est quoi mon retour sur l'investissement? Ça, je dis ça au président. Si on est juste à propos de ce que ça coûte, on a un problème déjà, c'est toi. C'est quoi le retour sur l'investissement? Ça va être quoi cet investissement-là? Qu'est-ce que cette personne-là va nous emmener? Si on n'est pas capable de quantifier ça, ben on a un problème déjà au départ. Exactement. Puis moi, je vais même l'amener plus loin. Quand je fais le top grading d'une équipe, donc la classification des A, des B, des C, tout ça. Je trouve ça intéressant. OK. Alors là, souvent, on va arriver, ils vont dire, nous, on n'a pas les moyens d'embaucher, mettons, un directeur des ventes, mais ils vont tolérer 4 joueurs C qui sont des pommes pourrites dans l'organisation. Tu payes 50 000 $ chaque. Ça le fait ton 200 000 de salaire pour avoir ton VP des ventes, là, tu sais. Mais ça prend du temps, puis on revient, puis oui, mais non, mais peut-être. Fait que, tu sais, il y a toute cette notion-là. Ça m'amène à, quand tu fais des transformations comme ça, mettons là, qu'un président s'en vient au-dessus de la mêlée, ça peut prendre combien de temps en moyenne? Tu sais, ce parcours-là, l'implantation de ton fameux parcours, là, mais tu sais, le programme, là, tu sais, c'est comme, comment ça prend de temps? Moi, je te dirais qu'après un an, on est capable de le sortir. OK. Maintenant, c'est de faire le plan de match pour le reste. Oui. Mais de le sortir, qu'il y ait un lâcher-prise, si on pose les bonnes actions. Si la personne, c'est comme un programme d'entraînement. Si tu le suis et tu es intense, tu
tu vas arriver avec des résultats. Oui. Si tu ne le suis pas, tu as beau avoir le meilleur programme, la même chose avec le tien, la même chose avec le mien, avec d'autres programmes. Oui. Tu sais, j'aimerais bien ça parler l'allemand, mais je le pratique une fois par semaine. Ben, tu vas avoir des résultats d'une fois par semaine. Oui. Hein, tu vas dire bonjour, puis salut, puis c'est à peu près tout. Exactement. C'est un peu la même chose. Fait que ça dépend de l'intensité que la personne va dire, je veux réellement m'en sortir. Oui. Et le programme est efficace, le programme est bon. Hein, oui. Je l'ai mis en pratique, ça va, c'est bien, l'accompagnement, réellement, on a rodé quelque chose de bien. La même chose pour toi. Ton programme, il fonctionne dans la mesure que les gens personnes sont prêts à s'engager. Ben oui, absolument. Ouais. C'est l'engagement. Tu sais, la différence entre participer et engager. Hein? Quand tu déjeunes le matin, il y a des œufs, il y a du pain, il y a du bacon dans ton assiette. La poule a participé au déjeuner. Le cochon s'est engagé. Fait que tu vois la différence. Oui. Fait que tu participes, ben t'as des. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu es engagé à te transformer. Oui. Et ça demande quoi? Ça demande de la rigueur, de la discipline, oui. puis réellement cette énergie-là. Oui. Et ça, je dois le retrouver quand je commence à travailler avec des clients. Sinon, il va dire, ton programme n'est pas bon. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que tu ne le suis pas. Oui, tu es toujours en train encore de t'astiner. Non, mais c'est pas ça. Oui. Ça devrait être fait. Oui. Il y a beaucoup l'aspect free control aussi, hein, on s'entend. Beaucoup de difficultés. Oui. Ça revient avec le lâcher-prise. Hein? Quelqu'un qui n'est pas capable de lâcher. Absolument. Puis il y a des fois, je les réfère à des personnes là, qui sont... Moi, je suis coach, je ne suis pas psychologue puis psychiatre. Là. Puis je dis, regarde, il y a quelque chose, va adresser ça. Là. Il y a quelque chose que c'est démesuré. Là. J'ai adressé ça avec des présidents qui l'ont fait d'ailleurs. Ils disent, je vais aller consulter. Je vois que... moi, je vois bien qu'au niveau émotif, ils ne sont pas capables de gérer cet aspect-là, je ne lâche pas prise. Il y a d'autres choses en dessous de ça. Moi, comme je te dis, je ne suis pas qualifié pour le découvrir. Il y a des personnes qui sont 100 fois mieux. Je n'ai aucune qualification pour ça, mais je le vois. Oui. Je vois qu'il y a une problématique. Je dis, écoute, il va falloir que tu adresses ça ou on arrête le programme. Je dis, regarde, je ne peux pas aller plus loin. Ça ne fonctionne pas. Oui, c'est justement, c'est quoi, tu sais, justement, des programmes que tu es obligé d'arrêter, tu sais, dans le sens que, tu sais, puis là, on parle de programme, mais en fait, tu sais, que tu as l'intention d'aider un entrepreneur, mais à quelque part, tu sais que tu n'es pas capable de l'aider. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui fait que tu n'es pas capable d'aider un entrepreneur? Je ne dirais pas que je ne suis pas capable. On est toujours capable. Oui, mais... Maintenant, c'est l'entrepreneur qui, lui, tu lui donnes des objectifs, puis avec de dire, fais-moi un plan d'action pour la semaine prochaine. Mettons en coaching pur, tu sais. Je fais des coachings de 2 heures avec eux, je dis, OK, parfait. Avec quoi tu vas repartir? Je te fais une requête. Pourrais-tu préparer un plan d'action dans tel secteur d'activité pour la semaine prochaine? La semaine d'ensuite, la personne, j'ai encore un 2 heures avec, puis il n'avance pas. Oui. À un moment donné, j'arrête ça là. Oui. Tu sais, en coaching, là, c'est ça. On n'est pas là pour donner de réponse. En coaching pur, on est là pour regarder, tu es à A, tu veux atteindre B, qui est ton objectif. Nous, on est un accélérateur entre A et B. On est là pour te poser des questions, pour faire élever ton niveau de conscience, parce que les réponses, on n'est pas là pour te donner des réponses. On peut, à l'occasion, enlever notre chapeau de coach puis dire, regarde, je vais t'aider. Cette partie-là, je vois que tu n'as pas les... Puis je remets tout de suite mon chapeau de coach par la suite. Mais on est un accélérateur entre les deux. On n'a pas une obligation de résultat. J'ai un processus. Moi, je suis obligé à mon processus. Je suis gardien de mon processus. Je sais que ce processus-là, si tu le fais, ces étapes-là... C'est prouvé, puis ça marche. Ça marche. Hein? L'ICF, c'est 11 compétences. On ne rentre pas là-dedans, mais ça marche. Là. Moi, je le sais, je l'utilise, puis ça fonctionne. Maintenant, si tu ne veux pas le suivre, on arrête ça là. C'est qu'en fait, moi, souvent, ce que j'observe, c'est qu'on ne peut pas vouloir plus qu'eux autres veulent. C'est comme on t'amène le cheval à l'abreuvoir, tu ne peux pas boire à sa place. Exact. C'est la même chose. Mais à un moment donné, en termes d'intégrité, on se doit de dire au client, mais regarde, malheureusement, on va arrêter ça là. Prends ton temps, rappelle-moi quand tu seras disponible, parce que des fois, ils ne sont pas disponibles, ils annulent les rendez-vous. Je m'excuse, on a un rendez-vous, c'est tout ça, tu sais. Mais au départ, j'essaie beaucoup je fais une bonne entrevue de départ pour m'assurer que la personne est prête. Si je sens que la personne a encore des... Tu sais, j'en ai un que j'ai rencontré à un moment donné, puis il se lève le matin, Dieu se couche, je n'ai pas besoin de ça, là. Tu sais, ça va être tough. Oui, l'ego ne passe pas dans la porte, là. Ouais, moi non plus, je suis pas là. Non. Tu sais, ça prend quelqu'un qui est comme battu, qui a une certaine dose, qui est rendu dans une dose... L'humilité. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'outils, comme moi, j'en ai déjà eu besoin dans certaines parties de ma vie. Puis encore aujourd'hui, j'ai des coachs, j'ai 3 coachs, moi, personnellement, qui me challenge, puis que j'ai besoin de ça. Mais j'ai cette humilité-là. Humilité de se faire aider. Moi, je dis tout le temps, mon entrepreneur c'est un entrepreneur qui a l'humilité de se faire aider et puis qui a un désir réel de croire.
Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont parler, là. Ah, moi, j'ai vu telle affaire, puis j'ai fait mais ils n'ont pas le désir intrinsèque de ça, tu sais. Absolument. Fait que la notion d'humilité est importante. Ouais. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu parles aussi dans ta grande expérience, Jocelyn, c'est toutes les conseils d'administration sur lesquels tu sièges. Tu sièges sur plusieurs conseils et tout. Tu es très impliqué, FTQ, tout ça. Tu sais, nous parler un peu de tout ce parcours-là, un peu financier et l'impact que tu as. Puis après ça, faire un parallèle, l'impact de l'économie aussi versus COVID. Là, tu sais, qu'on aille un peu là-dedans, juste comprendre un peu ta vision par rapport à ça. Ben écoute, cette année, moi, j'ai eu une vision. Tu sais, le matin, je médite, je prends le temps de méditer. Puis j'avais reçu 3 lettres différentes, 3 documents différents de bureaux d'avocats qui parlaient du COVID, des implications légales et tout ça. Puis je trouvais que le document, ça aurait été le fun qu'il y en ait un, parce qu'il y avait beaucoup de data dans un qui était important, mais qui ne parlait pas. Fait qu'il n'y avait pas de concomitance entre les 3. Puis je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Le COVID, là, c'est un nouveau film. Personne ne l'a vu. COVID-19. Là, on a vu le début qui recommence parce qu'on est dans le 2e confinement, mais personne n'a vu la fin encore. Puis l'idée qui m'est venue, je me suis dit, si on avait, mettons, toutes les institutions financières au Québec, on pourrait se regrouper sur un forum, puis partager nos expériences. Banque TD, Banque nationale, Desjardins, Banque de Montréal, etc., les Venture Capital, le Fonds de solidarité, FTQ, Fonds d'action, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Novacap. Moi, je me suis mis en contact avec tout ce monde-là, avec l'aide d'un de mes bons chums. Puis on les a appelés, ces personnes-là, les premiers vice-présidents, la haute direction de ces institutions-là. Puis on leur a dit, nous, on a une idée. C'est de se mobiliser, d'avoir une rencontre de 2 heures. Au début, on le faisait à la semaine, au début du COVID, qu'on puisse se partager sur nos enjeux, qui sont communs quelque part. Mais comment tu le règles, toi? Comment vous le vivez, vous autres? Comment tu vis ça avec tes clients? Comment tu vis ça avec ton personnel? Et on a parti ce projet-là, qui est extraordinaire. Je l'ai parti, Jean Gagnon, qui est le président de Raymond Chabot, la division consultant, m'a beaucoup aidé à partir de ce projet-là. Marc Baillargeon de la Caisse de dépôt et de placement du Québec aussi. Puis d'autres, Janie Béhic du Fonds de solidarité. Beaucoup, on dit oui, ça fait du sens, tout ça. Et on a formé ce comité de mobilisation 2020-là, que j'anime. J'ai le privilège d'animer. Je l'ai animé justement hier. Maintenant, on se voit une fois par mois. Mais au début, on se voyait toutes les semaines. Après ça, beaucoup de data. Il y a des sous-comités. Il y a du monde qui se sont parlé entre... On avait une urgence. Puis dans l'urgence, il faut se tenir les coudes pour aider nos entrepreneurs. C'est aider nous-mêmes, mais aider nos entrepreneurs. Et ça a été quelque chose de merveilleux cette année. Et dernièrement, je leur ai demandé, est-ce qu'on continue? Parce que puis tout le monde m'a dit non. Puis on devrait mettre plus de monde autour. Fait que là, on a d'autres intervenants qui sont joints à nous. D'autres PwC, Ernst Young, etc. D'autres Banque Scotia, Wynat qui s'est joint à nous. Et c'est réellement ça. Il y a une intelligence qui sort de là. Puis il y a des pistes de solutions. Puis il faut serrer les coudes compte tenu de ce contexte-là. Fait que là, c'est de créer de l'intelligence. Enfin, toi, t'as rassemblé des gens pour créer de l'intelligence collective. Exact. Juste ça. Et juste ça, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce qu'on... Puis c'était partage-là. Au niveau des conseils d'administration, des comités des aviseurs, oui, je siège sur plusieurs. Et ça, c'est toujours le 30 000 pieds. Fait qu'on paraît toujours bien, généralement, d'un conseil d'administration, d'un comité aviseur, parce qu'on arrive, on nous propose on n'est pas pris dans soupe, on n'est pas pris dans rien. Puis on regarde ça avec un œil de l'expérience. C'est sûr que l'expérience de vie, il va pas beaucoup. Et ça, j'adore ça, de siéger sur des conseils d'administration. J'ai siégé sur des conseils assez importants, qui avaient des entreprises qui avaient des grands défis, je dirais. Et ça, c'est exigeant. Surtout les conseils d'administration. Aviseur, c'est plus, tu vas te déposer. La personne, on est moins impliqué. Mais les conseils d'administration, c'est un peu plus... il y a beaucoup de règles de gouvernance, on le sait. Il y a quand même des enjeux qui sont différents du comité aviseur. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là. Mais juste pour la compréhension, parce que toi, tu comprends, tu baignes là-dedans, mais c'est quoi la différence entre un conseil d'administration et un comité aviseur? Juste pour que les gens comprennent. Rapidement, ce que je te dirais, le conseil d'administration, il y a une direction à donner, pas nécessairement, mais c'est lui qui est gardien un peu. Bon, tu as un devoir de fiduciaire de la pérennité de l'entreprise, tu as un devoir de représenter les actionnaires, tu as un devoir... Et là, mettons qu'il y a un président directeur général qui, lui, présente son plan stratégique, à titre d'exemple. Puis là, on challenge le plan stratégique. On peut donner des directions aussi. Fait que c'est quand même, le rôle est important. Le rôle est important. Le rôle est important, surtout dans un où j'ai joué un rôle encore plus important parce que j'étais président du comité d'audit. Ça veut dire que moi, aux 3 mois,
À chaque semaine, le CFO de la compagnie se reportait à moi et le vérificateur aussi. Moi, j'étais président du comité d'audit. Je m'assurais que le data financier était de qualité lorsqu'on présentait. Il y a des obligations réellement. On a aussi ce qu'on appelle les charges statutaires. Ça veut dire que si, mettons que la compagnie fait faillite demain matin, j'ai des responsabilités d'administrateur au niveau des salaires à payer pour les 6 derniers mois, au niveau des déductions de la source, au niveau des TPS, TVQ. C'est impliquant, là. C'est une implication monétaire aussi, même dans les organisations à but non lucratif. Le monde oublie ça. C'est les mêmes principes. C'est pas parce que c'est un organisme sans but lucratif, s'il arrive des pépins, tu vas avoir les mêmes responsabilités. Fait que les responsabilités sont, sans rentrer dans faire un cours sur CA, ça. Mais ça, c'est un CA. C'est ça. Comité aviseur, c'est plus à la bonne franquette. Il n'y a pas de règle de gouvernance. Comité consultatif, c'est la même chose? Oui, exactement. J'aime mieux le comité aviseur. On avise. On avise sur certains points. Hey, on pense à acheter mettons, cette compagnie-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont parler des États. Fait que c'est sur des points précis. Puis, c'est comme... fait qu'on n'a pas de règle de gouvernance. Il n'y a pas de... Chacun a sa couleur dans son comité aviseur, dans le sens où les couleurs de l'entrepreneur. Moi, je siège sur un que tu connais, là. Et plusieurs, mais un en particulier qu'on connaît, tu sais, c'est la bonne franquette. Il nous arrive à 4-5 points, le président est là, puis il dit « J'aimerais ça discuter ce soir de tout ça. » De 4-5 points. Il y a réellement un beau comité aviseur dans cette entreprise-là. Puis il y a du monde qui vient de différents secteurs d'activité. C'est pas aucun rapport avec le secteur d'activité. C'est juste vraiment comme de se faire challenger, en fait, sur une vision. Puis souvent, j'ai remarqué, moi, ce que j'aime beaucoup des comités consultatifs ou aviseurs, c'est que si, par exemple, une entreprise qui n'est pas du tout techno, mais qui veut faire un virage techno, puis ça fait partie de son plan 3 ans, puis d'aller chercher un expert là-dedans qui a déjà fait ça, là, il y a une grande valeur ajoutée d'avoir un comité aviseur. Absolument. Puis, y a-tu une grosseur d'entreprise pour faire ça? Non. Moi, j'en ai... c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'en... non, il n'y a pas de... Mais tu sais ce que je veux dire... Surtout l'aviseur. Le conseil d'administration, c'est plus lourd comme structure. C'est plus protocolaire. Il y a la gouvernance, il y a les minutes qu'on tient. Le comité aviseur, il n'y a pas de minutes. Comme je te dis, c'est friendly, l'aviseur, le comité consultatif. Mais tu sais ce que je veux dire? Un entrepreneur qui a un réel désir de croître puis qui veut juste être sûr de se faire bien aligner, il peut lui-même aller demander à des gens qui peuvent challenger sa vision, de se rassembler. Puis c'est quoi le rythme des rencontres habituellement? C'est la même chose qu'un conseil d'administration, c'est 4 fois par année. 4 fois par année. C'est au trimestre. On se rencontre. Comme je te dis, c'est informel. Puis il nous dit les points qu'il veut. Puis c'est du monde que... Moi, ce que j'aime beaucoup, j'en ai constitué des comités aviseurs, c'est que je prends du monde qui sont complètement hors de mon domaine aussi. Je peux avoir ce besoin-là précis, comme tu disais tout à l'heure, d'engager quelqu'un, mettons, qui a déjà fait ça et tout ça. Mais je prends du monde qui sont complètement pas dans mon modèle d'affaires. Puis là, ils viennent amener un œil complètement externe. Absolument. Et c'est là que je me dis, wow, là, il y a une valeur ajoutée à ça incroyable. Réellement, puis je trouve ça réellement intéressant. Moi, dans ceux que je siège, là, réellement, là, on est en train d'en finir un, justement, dans une entreprise, puis il me nommait les noms des personnes, puis je me disais, wow, tu sais, cette personne-là va être là. Ça va être drôlement intéressant parce que j'ai hâte de voir la dynamique. La dynamique, c'est ça. Encore c'est une toujours fois, intéressant. tu sais, c'est là que je vois ta force, Jocelyn, parce que tu es tout le temps bon à connecter les gens ensemble. Je pense que, tu sais, puis là, maintenant, tu l'as fait au niveau de la COVID avec les grandes institutions financières, mais tu fais beaucoup ça de CA ou de comité aviseur où tu vas mettre les bonnes personnes ensemble. Tu sais, je suis sûre que tu en as monté plus qu'un, puis c'est toi qui trouves parce que tu as tout un réseau et tout ça. Fait que, tu sais, tu as cette notion-là. Homme d'expérience, comment tu vois, c'est quoi le futur pour Jocelyn? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ben, c'est ce que je fais présentement, sinon je ne le ferais pas. Pour moi, c'est d'être en intégrité avec moi. Tu sais, j'ai mon ami, le docteur Chiasson, Jean-Pierre, qui me dit toujours, si tu n'es pas dans ta passion, ça ne peut pas fonctionner. Tu es dans l'illusion. Tu sais. Oui. Fait que mon futur, je le vois comme je le vois présentement, je ne le vois pas autrement. Peut-être dans 10 ans d'arriver puis juste faire des comités aviseurs ou mais ce que je fais présentement, je ne me vois pas arrêter. Oui. Je prends l'exemple, comme je te dis, du docteur Chiasson, que je ne dirais pas son âge vénérable, mais qui est toujours actif, qui se lève à tous les matins à 4h30, qui va aider du monde qui sont dans des souffrances psychologiques et tout ça. Et pour moi, c'est comme, j'ai pas l'impression que je travaille. Je sais pas, peut-être que... C'était vraiment, ta raison d'être est là, puis t'es vraiment... la raison d'être est là, puis non, ça... Puis le futur, je le vois positif, je le vois bien.
Oui. Je le vois bien, même pour tout ce qui se passe présentement. Je sais que c'est tough pour beaucoup de monde, mais je sais qu'il y a d'autres choses après ça. Puis je pense que c'est un temps d'arrêt, d'introspection pour tout le monde présentement. Oui. Je pense que c'est peut-être la seule fois qu'on va pouvoir arrêter pour le prochain centenaire, parce que ça n'arrive pas souvent, semble-t-il, Oui. une pandémie. Peut-être que c'est un temps d'arrêt pour se dire « Wow, ça me permet d'arrêter, ça me permet de me déposer. » Et moi, depuis le début de la COVID, je te dirais que ça a été quelque chose de réellement bénéfique pour moi. Oh, j'ai breaké, puis là, je dis « Wow! » Oui. D'avoir cette introspection-là. Oui. Et je pense que il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense que c'est un beau moment pour tout le monde de faire même pour les dirigeants d'entreprise, de dire « Oups! » Mais ça nécessite beaucoup de... Mais le futur, je le vois positivement. Très, très positif. Puis par rapport à l'économie au Québec, puis tout ça? Bien, l'économie, brièvement, notre tour de table hier de toutes les institutions financières, on est surpris qu'en date du mois de novembre 2020, on pensait, au début du COVID, on pensait que le MES serait pire. OK. On s'aperçoit, évidemment, il y a des secteurs qui sont affectés, qu'on prend l'hôtellerie, la restauration, l'aéronautique. On le sait que ça c'est des no-brainers, malheureusement. Mais on s'aperçoit que la construction, à notre grand étonnement, c'est incroyable ce qui se passe. Le vent dans les voiles. Hein? Le vent dans les voiles. Certains commerces de détail, oui, ça a dérapé, mais d'autres qui ont le vent dans les voiles aussi. Fait qu'on s'aperçoit que les prédictions qu'on avait faites en début d'entreprises qui iraient, mettons, aux comptes spéciaux, qu'on appelle en insolvabilité, c'est pas réellement, on est agréablement surpris par le fait qu'il n'y en ait pas tant que ça. Puis pour le reste du COVID, bien écoutez, c'est sûr que le gouvernement, je pense, peu importe, je porte pas de propos politiques, là, mais le fait qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans l'économie, ça a aidé beaucoup à soutenir. Est-ce que c'est la bonne décision? On verra. Mais pour le moment, là, ça a soutenu beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, n'auraient pas pu passer au travers. Fait que tout ça, est-ce que ça a été fait de la bonne façon? Ça, c'est un autre sujet de discussion. Mais je pense qu'on a un filet social qui est extraordinaire au Canada, comparativement à d'autres personnes que j'ai des contacts dans d'autres pays, que c'est malheureux, mais qui ont réellement... Juste aller voir, c'est ça, tu sais. Fait que je trouve que dans l'ensemble, on s'en tire bien, l'économie québécoise, excluant les secteurs que je t'ai mentionnés. Mais pour le reste, je regarde ça, je suis agréablement surpris, malgré les malgrés. Malgré les malgrés, oui, je comprends. Je comprends. Ouais. Et si, y a-t-il un point aujourd'hui que tu aurais aimé qu'on discute, qu'on n'a pas pris le temps? Bien, peut-être l'être humain au travers de tout ça. Oui. Autant personnel, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de souffrance présentement au niveau des êtres humains, qui n'est pas nécessairement partagée. Oui. On fait de l'aveuglement volontaire. Il y a des discussions, je pense que présentement, il y a des discussions à avoir avec certaines personnes, que ce soit familial, que ce soit dans l'entreprise. Je pense que ça manque présentement. C'est mon constat que j'ai une petite gang qu'on se réunit, nous autres, là, le lundi soir, puis le samedi maintenant. On commence ça samedi matin, justement, là, qu'on se voyait physiquement auparavant, puis tout ça, puis on réfléchit sur ces aspects-là de l'humain. Oui. Je pense que l'humain, présentement, ça est en grande souffrance, avec la situation, puis tout ça. Beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de mots qui ne sont pas identifiés par des mots. Hein. Il y a beaucoup de mots MAUX qui ne sont pas identifiés. Oui. Jacques Salomé dit ça souvent, puis je l'adore dans ça, qui ne sont pas identifiés par des mots présentement, MOTS. Oui. Et ça, je pense que cette discussion-là, on doit l'avoir. Dans les entreprises, il faut être réellement vigilant en rapport avec ça. Hier, j'étais dans l'exemple que je te donnais. Le président, il était dans ces choses. Puis moi, tout de suite, j'ai vu que la personne avait une certaine détresse. On a discuté. Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour te soutenir dans ce que tu vis. Puis elle nous a partagé ce qu'elle vivait. Fait que ça a créé cette intimité-là, cette authenticité-là. Je l'ai remercié d'être authentique. Puis après ça, je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, comme organisation, pour te soutenir dans ce que tu vis. Puis ça, c'est des discussions, je pense, que présentement, on devrait adresser plus souvent dans nos organisations, même dans nos familles. Oui. Moi, ma mère, à 80, je ne dirais pas son âge, parce que sinon, mais puis on a eu cette discussion-là cet été. On a passé 2 semaines ensemble dans le Bas-Saint-Laurent au chalet. Puis, j'ai dit, comment tu vis ça? J'ai eu cette discussion-là qui n'est pas nécessairement... J'ai dit, comment tu vis ça, tout ça? Puis, elle m'a partagé des choses que je ne savais pas. J'ai pris le temps de l'écouter. Oui. Cette écoute-là, que peut-être je n'aurais pas pris le temps s'il n'y avait pas eu toutes ces pandémies-là. J'ai découvert d'autres choses de ma mère aussi au travers de ça. Oui. La fameuse écoute active que tu parlais. Oui, absolument. C'est cette écoute-là cette écoute-là qui est sans agenda caché. Oui. Je suis juste disponible à toi. Oui. Je me mets disponible à toi pour toi. Je n'ai pas d'agenda caché. Il n'y a pas rien que je veux te dire. Puis ça, souvent, on a du trouble à le faire avec nos enfants, avec nos proches. Oui. Parce que l'agenda caché est toujours là, ou souvent là.
Et d'avoir cette approche-là avec mon fils, moi, tu sais, c'était bon. Et ces discussions-là, comment ça va, là? Tu sais, pas ouais, ça va bien, puis on continue, là. Non, non. Non, c'est ça. Comment tu vis ça? Prendre le temps, on dirait qu'on se le permet pas. On est rendu dans un... Puis même moi, là, je l'ai vécu COVID, là, tu sais, c'est comme tu deviens en mode survie, là, puis là, c'est comme go, 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 go. Mais là, à un moment donné, OK, là, ça va bien, là, tu sais, lâche la pédale un peu, puis prends le temps de respirer, puis sois présent, tu sais. Absolument. Mais as-tu des trucs, justement, pour des gens que ça pourrait interpeller, là, tu sais, puis dire, ben regarde, l'humain, oui, c'est beau, là, mais par où je commence? Ben, prendre le temps d'avoir un one-on-one. Tu sais, je disais ça à des clients ce matin, un peu plus tôt, là. Je disais, hey, va dîner avec la personne, évidemment, quand tu peux. Là. Les autres sont en région, là, mais ils ne sont pas dans une zone rouge. Mais prendre du temps, prendre le temps. C'est juste de s'accorder du temps. Oui. Laisse autant le temps de prendre son temps, puis en attendant, prends ton temps. Oui. Hein, c'est un peu ça. C'est ça. Hein, c'est prendre ce temps-là de qualité. Puis un temps de qualité, bien, c'est dans l'écoute à l'autre. Oui. Et s'il n'y a pas cette écoute-là, bien, l'autre le sent de toute façon. Oui. Si tu n'es pas disponible à l'autre le ressent. Oui. Puis ça, ben, c'est le truc, dans le fond, c'est juste ça. Puis ça prend ces moments-là, des fois, d'urgence pour prendre le temps. Puis pourquoi on est fait comme ça, l'humain? As-tu une explication? Pourquoi l'humain est obligé de se rendre là pour ça? Je pense qu'il y en a qui ont intrinsèquement ont ça déjà à naissance, ont cette écoute-là. J'ai connu du monde qui sont déjà comme ça par nature. Je pense que l'hyperactivité mentale, tu sais, j'écoute beaucoup Edgar Tolle, le pouvoir du moment présent, puis tout ça, puis il a dit quelque chose, la plus grande compulsion, la plus grande dépendance, c'est la compulsion mentale, tu sais, le mental agité. Oui. C'est la plus grande dépendance. On a besoin de penser tout le temps, puis ben, ça ne te donne pas de qualité de moment présent. Tu es toujours dans un monde, tu es toujours dans le passé ou dans le futur, dans deux temps qui n'existent pas, alors que c'est le plus beau des cadeaux, c'est le présent. Hein? Tellement. Et c'est ça. Et c'est ce manque de présence-là, mais par un mental agité, par la pensée compulsive, j'aime bien ça, qui est la plus grande des dépendances qu'on n'a pas comme être humain, la plupart des gens. Pas beaucoup de monde qui... j'ai mon ami Jean-Marie Lapointe qui m'enseigne beaucoup sur ça. Oui, hein? Et beaucoup, qui se tient avec Mathieu Ricard, puis qui a beaucoup de discussions avec lui, puis pas qui se tient, mais qui fait, tu sais, il y a beaucoup de... Ah, j'ai été à leur journée l'année passée. Ils ont fait une journée ici, puis moi, j'aime beaucoup le philosophe aussi, Alexandre Jolian, qui a écrit, tu sais, là, qui travaille... Avec eux, Oui, avec eux, et j'aime ça parce que je trouve qu'ils ont un discours qui n'est pas... qui est très terre à terre et actuel. Absolument. Tu sais, parce que moi, si tu me parles à la vitesse que je vais, là, moi, si tu me parles de philosophie, puis de philosophie, mais de 10 000 pieds, j'accroche pas. Mais si tu me parles dans mon concret à moi, de OK, dépose-toi, vas-y par étapes, puis tu sais, ça, c'est vrai que puis Jean-Marie a tellement de belles initiatives aussi. Oui. Ben, justement, demain, on va nourrir demain soir, on va nourrir des personnes des itinérants. Là, genre, on va faire ça demain soir. Mais c'est ça, tu sais, ce temps aux autres et s'accorder du temps. Puis je pense que, tu sais, on est une civilisation, puis je ne veux pas rentrer, c'est pas le but. On est une civilisation où on a tellement de moyens de se geler, entre guillemets. Oui. Puis, tu sais, mes grands-parents, ben pas ça, là, c'est clair. À 3 pistoles, c'était calme. Il n'y avait pas... T'allumais la chandelle, puis le soir, tu te berçais ou tu disais le chapelet, là, mais c'est ça. J'ai jamais vu mon grand-père pressé. Là. Il était vaillant, il travaillait, mais je ne l'ai jamais vu trop nerveux non plus. Ça me ramène à ça un peu. Mais je pense que ce moment-là, pour ceux qui veulent en profiter, parce que, comme disait Churchill, il faut toujours retirer quelque chose d'une grande crise. Oui. Et présentement, on est dans une grande crise, mais c'est quoi que je vais retirer comme être humain? Oui. C'est l'humain, pour moi. Oui, tellement. Ouais. Ça ne peut pas être mieux dit que ça. Si les gens, Jocelyn, veulent te rejoindre, tu sais, qu'on a des gens qui nous écoutent, disent, regarde, ils m'interpellent, puis je veux qu'ils me coachent parce que j'en ai de besoin. Quel est le meilleur moyen de te rejoindre? Ben, mon cellulaire. Non, mais sur LinkedIn, tu as ton profil. Oui, j'ai mon profil. J'ai ton site web. Oui, plan B, sociétédecoaching.ca. OK. Fait que plan B, non, c'est planbcoaching.ca, excuse-moi. planbcoaching.ca. LinkedIn, évidemment, etc. Mais oui, OK. Ça me fera grand plaisir. Excellent. Et ben, en terminant, Jocelyn, je te dirais que ben merci du moment présent qu'on vient de prendre ensemble. Ça me touche beaucoup. Puis je suis contente de l'avoir fait dans un contexte où
j'ai pu entendre ton parcours puis ton histoire. J'avais entendu des petites brides ici et là, mais là, il y a comme une cohérence dans tout ça, dans ton histoire. Puis, merci de l'impact que tu as sur les entrepreneurs. Je sais les entrepreneurs que tu coaches, puis je peux très bien dire que tu transformes leur vie et même tous les contacts et les relations que tu as, ton passage est a toujours une belle couleur, saveur à la Jocelyn. Il y a une sagesse derrière ça, puis beaucoup d'humour. Alors, merci infiniment. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci de m'avoir donné cette occasion-là. C'est une expérience réellement le fun. Fait que merci beaucoup à toi. Merci. Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.